Bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce conseil municipal du 20 septembre 2021. Je souhaite également la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous regardent en distanciel. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au sein d'un lieu, je crois que c'est la première fois que le conseil municipal se tient au Dôme. Et on peut se féliciter d'être ici, au sein du quartier de Thouars, dans ce très bel équipement de proximité de démocratie citoyenne qu'est le Dôme, depuis quelques années maintenant. Et donc, merci aux équipes de nous accueillir. Merci à l'ensemble des personnes qui ont préparé ce conseil municipal, puisque déplacer un conseil municipal, ça paraît simple comme ça, mais techniquement, c'est beaucoup de travail. Nous avons un ordre du jour relativement chargé. Je vais donc rentrer directement dans les délégations en vous précisant que M. Frédéric Fargue a donné procuration à M. Salem Erchouk, que Mme Serrano-Usac a donné procuration à M. Giron, que M. Penn donne délégation à Mme Desguerres jusqu'à son arrivée, que Stéphane Delgado m'a donné délégation, que M. Guillaume Garrigue donne délégation à M. Patrick Duhart à son départ, que Mme Armitage donne délégation à M. Martilly et que Mme Kellier donne délégation à Mme Ramy. Et M. Delu donne délégation à Mme Grélard. Je l'avais reçu. Le secrétaire de séance, la secrétaire, c'est Mme Isabelle Madrid. Madame la secrétaire, vous avez la parole. Bonjour mes chers collègues. Rapporteur de Monsieur le maire, approbation du procès-verbal de la séance publique du 5 juillet 2021, décision municipale, information du conseil, réhabilitation des châteaux Pexoto, Margaux et de leurs dépendances, commission d'appel d'offres. Alors, on va commencer d'abord par la délibération numéro 1, qui est donc l'approbation du procès-verbal du 5 juillet. Est-ce que ce procès-verbal appelle des commentaires, oui, d'accord, des remarques? Il n'y en a pas. Il est adopté à l'unanimité. Bien, donc les décisions municipales. Information du conseil. Y a-t-il des questions sur ces décisions municipales? Monsieur Bardin. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça marche? Vous m'entendez? Sur le bouton. Oui. Ouais, c'est fait. Ça marche pas. Bon. Plusieurs questions. La première concernant sur la décision numéro 9, serait-il possible d'avoir accès au cahier des charges qui a été demandé au concepteur dans le cadre de la consultation sur le skatepark? Voir dans quel état d'esprit il est demandé, ce qu'il est demandé comme travaux, voilà. Alors écoutez, c'est un projet qui est regardé d'un point de vue effectivement du cadre participatif. Je me retourne à l'administration, il n'y a rien qui s'y oppose. Non, ok. La numéro 10, concernant les avenants Paul Lapie. Je suis un peu étonné, mais peut-être me trompe, sur la première qui est annoncée concernant le nettoyage des infections des cantonnements de chantier. Pour moi, dans un marché public, il me semble que le prix est global et forfaitaire. Il n'y a pas d'histoire, il ne me semble pas qu'il y ait d'histoire de fourniture pour un temps donné sur les cantonnements de chantier, et que les fournitures des produits d'hygiène sont plutôt à mettre sur le compte du compte prorata inter-entreprise plutôt que sur des avenants en travaux supplémentaires. Alors moi, ce que je peux vous dire sur cette délibération, je vais passer la parole à François Gestin, c'est qu'effectivement, c'est engendré par le nettoyage de la base de vie. Peut-être, François, des éléments complémentaires? Non, je suis pas en mesure d'être précis, mais ça fait vraiment partie des choses qu'on peut voir en avant-séance quand vous avez ce type de questions. Enfin, n'hésitez pas à nous interroger s'il y a besoin de plus de précision. Là, pardon, j'ai pas le détail. Si on m'avait demandé de regarder, j'aurais regardé, je serais arrivé. Non, mais je avec reviendrai les vers réponses, vous. Mais voilà, il faut faire passer les éléments et puis on vous répondra. D'accord. On peut convenir qu'il y ait un échange postérieur au conseil municipal pour vous expliquer tout cela. Mais soyez sûr, mon cher collègue, que le moindre euro dépensé est un euro âprement négocié. Non, parce que c'est un montant non négligeable. 10 000 euros pour les bases de vie, c'est pas négligeable. C'est vrai. Je continue sur les avenants. Je constate encore de nombreux avenants sur la Maison des Solidarités. Alors, on a souvent l'occasion en CAO de le voir. La première question concernant, c'est pourquoi un coup les avenants on les passe en CAO, un coup ils sont sur les décisions municipales, parce que celles-ci, je ne me rappelle pas les avoir vues passer en CAO.
En fait, tout simplement, il faut savoir que ça dépend du montant, le montant cumulé et le montant qui se cumule également entre les différents avenants. C'est la règle en fait des 5%. Lorsque le montant des avenants, de l'avenant ou des avenants, quand ils sont cumulés, dépasse 5%, dans ces cas-là, la commission d'appel d'offres est saisie a priori. Parce que bon, sur la Maison des Solidarités, on l'a en discussion en CAO, mais il y a beaucoup d'avenants et je vois des avenants sur les menus extérieurs, sur les menus intérieurs. Est-ce que ce sont des modifications de programme, des demandes complémentaires que vous avez fait en tant que maître d'ouvrage ou des oublis qui ont été faits au niveau de l'étude du projet, auquel cas ça commence à faire beaucoup d'avenants? Oui, alors le nombre est important, mais il y a beaucoup de lots. Après, on peut s'interroger aussi sur je vous rappelle que le projet de la Maison de la Solidarité, c'est supérieur à 2 millions d'euros. Donc quand on regarde les montants, on n'est pas du tout là-dessus. Vous voyez quand même qu'il y a des avenants qui sont négatifs, donc il y a des ajustements. Donc peut-être que le gros œuvre, j'ai la liste, on pourra vous la donner. Sur la charpente, ossature bois, il y a en fait notamment la pose d'une double porte pour accès au coffret technique avec finition bardage, bois brûlé, etc. Donc c'est des petits ajustements techniques. Sur un avenant important sur la menuiserie extérieure, c'est la motorisation du portail d'accès logistique pour un contrôle d'accès plus pratique et pérenne. Par exemple, la motorisation ne devait peut-être pas avoir été prévue au départ et elle a été ajoutée. Après, il y a des avenants de moins 4 000. Le dernier, là, peut-être le plus important, en fait, c'est plus 8 200 euros. Il y a un moins 7 000 et un plus 14 000. C'est une nouvelle tranchée AEP pour canalisation et regard, muret de soutènement, caniveau complémentaire, etc., etc. Au bilan, quand vous calculez tout ça, on excède les 5%, mais on est quand même sur un montant relativement peu important au regard du projet total. Je voudrais juste aussi vous rappeler que ce n'est pas un équipement municipal comme les autres. C'est aussi un équipement qui va vivre avec un certain nombre d'associations avec lesquelles on a fait un cahier des charges, sur lequel on avance. Et plus on avance, plus on va être amené peut-être à faire des éléments d'ajustement, on va dire. Et donc, on essaie d'ajuster ce montant. Mais quand vous calculez le montant au total, on n'est pas non plus à des sommes. On peut toujours regretter de dépenser de l'argent public, mais pour moi, c'est de l'argent qui est bien dépensé vis-à-vis de l'intérêt de ce projet. Et pour terminer sur les avenants, la dernière fois, on vous avait demandé si c'était possible à chaque fois, donc sur les opérations en cours, si on pouvait avoir des tableaux récapitulatifs, pour voir où on a été globalement sur les opérations. Vous nous aviez dit que ça serait remis. On ne l'a pas cette fois-ci, ni sur Paul Lapie, ni sur la Maison des Solidarités. C'est les tableaux, comme on peut les avoir en CAO à chaque fois qu'on fait maintenant les services les font. Donc je pense que ce serait bien de les joindre pour qu'on puisse avoir une idée globale. Je ne me rappelle pas qu'on avait pris un engagement de les remettre à chaque conseil municipal, puisque vous les avez en CAO. Donc je considère que vous les avez, puisque vous les avez en CAO. L'engagement était pour les CAO. Je ne les ai mais pas à jour, puisque celles-ci, je ne les ai pas. Elles ne sont pas passées sur la CAO. On a tenu l'engagement qui était sur la CAO, donc vous avez tous ces tableaux qui sont passés préalablement en CAO, sont les mêmes. Je rappelle que je signe une décision suite à la décision de la CAO, donc il n'y a pas de modification par rapport à ce que vous avez déjà vu en CAO quand c'est le cas. Et après, encore une fois, comme l'a rappelé François Gestin, si vous avez des questions sur ces décisions municipales, vous pouvez parfaitement nous envoyer un petit message sur un marché considéré, et en général, ce que vous faites sur certains points, et on vous répondra directement, et ça vous permettra d'être éclairé, et éventuellement d'avoir des questions si on n'était pas clair au moment du conseil municipal. Et une dernière question, parce que je ne suis pas spécialiste de droit juridique, c'est concernant la 15 et la 16, puisque c'est sur la même opération, mais il s'agit d'une requête en référé et d'une requête en annulation. C'est quoi la différence? Excusez-moi. Mais... Alors, en référé, c'est pour demander la suspension, et sur le fond, c'est pour demander son annulation. Donc, ils ont fait Cette salle est bien mieux sonorisée que François Mauriac, c'est parfait pour moi. Voilà. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Annulation, suspension, annulation. Et ça concerne quel permis? C'est de particulier à particulier? C'est sur une extension d'une habitation d'une emprise au sol de 33 mètres carrés. Donc c'est pour un permis de 33 mètres carrés. Et on me dit que nous avons gagné le référé, sans avocat. Ce qui vous permettra, avec moi, de féliciter une nouvelle fois le service juridique. Et ça, ils ne l'ont pas dit, mais je le dis. Et enfin, la 80, ça concerne aussi un permis de construire pour... C'est quoi? Une requête en annulation pour le permis. Ça concerne quel projet, celui-là?
Nous avons délivré un permis de construire portant sur la démolition partielle et la réhabilitation d'une maison édifiée donc à Talence. Je ne vais pas donner l'adresse puisque nous sommes en direct. On a été sollicité donc par un recours gracieux que nous avons rejeté et que donc la plaignante sollicite l'annulation du permis de construire. Voilà. La plaignante invoque divers moyens d'annulation. Et donc, nous avons adressé un mémoire en défense le 5 août et la clôture de l'instruction a été fixée par le juge le 16 novembre. Et je crois que M. François Gestin a des réponses sur Paul Lapie. Oui, la régie m'a contacté entre-temps. Les prestations de ménage supplémentaires sont liées aux prestations Covid, qui n'étaient évidemment pas prévues dans les cahiers des charges initiaux et qui ont été rendues nécessaires de par la crise sanitaire que nous avons rencontrée. Donc après, on pourra, si tu le souhaites, Christian, regarder tout ça dans le détail hors séance, mais l'explication du nettoyage était évidemment bien prévue, mais au moment où on a rédigé tout ça, la crise sanitaire n'existait pas. Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en vois pas. Dans les informations du Conseil, comme d'habitude, je voudrais vous signaler que des réunions de concertation vont avoir lieu prochainement, notamment pour le lancement. Vous savez que nous sommes engagés à rénover 7 places au cours de ce mandat et que les 3 premières de ces places, donc, comme d'habitude, nous allons mener donc des concertations avec les riverains et en liaison avec les conseils communaux. Les 3 premières places sont la place Émile Zola, place emblématique pour laquelle je vous rappelle que la ville a fait l'acquisition d'un garage, va faire de la phytoremédiation, ce qui a permis à un programme métropolitain d'intégrer les demandes de Talence, puisque nous sommes en avance sur la métropole en la question. La place 14-18 et la place Pélane. Voilà pour les 3 premières concertations. Les dates pour la rue Émile Zola, c'est demain. Et pour les autres, ce n'est pas encore fixé. Je voulais juste vous informer ce soir de l'ouverture de la concertation. Je vous précise que vous êtes informés, mais que l'ensemble des riverains, les membres du conseil communal concernés... Voilà, demain, c'est l'information au conseil communal. Donc, puisqu'on commence par le conseil communal. Et après, la concertation qui s'ouvrira à partir du mois d'octobre. Je voudrais également vous dire, mais ça c'est du passé, que nous avons une réunion intéressante sur la route de Toulouse, organisée donc par Bordeaux Métropole. On ne va pas revenir sur les enjeux qui sont évidents, évidemment, sur cette route qui accueille, je vous le rappelle, près de 15 000 voitures par jour, mais elle accueille aussi plus de 5 000 personnes dans les bus, et pas que sur les N5, avec des difficultés, surtout une route de Toulouse qui est très différente dans sa largeur quand on est du côté... plus au sud, du côté du pont de la Maille, même si le projet ne va pas jusque-là, ou quand on se rapproche vers le nord. Et vous le savez, il y a un des tronçons qui est notamment situé entre la rue Robespierre et la rue... je me disais bien que cette voie était très agréable, mais c'est la mienne. Et donc la rue de Suzon, là où par contre la largeur est bien moindre. Je voulais vous dire que la ville remettra, comme il est de tradition, une contribution écrite que je signerai, qui serait la dernière. Et donc, sans rentrer dans la précision, puisque je vais attendre le terme de la concertation, évidemment que l'attention particulière sera portée sur le préalable porté par Bordeaux Métropole sur la compensation des places de stationnement. Je vous rappelle qu'on est à près de 150 places de stationnement supprimées dans le scénario le plus ambitieux pour d'autres mobilités, donc 150 places, et nous avons près de 50 places qui seraient supprimées sur le tronçon 8 pour le seul tronçon, donc c'est un préalable tel qu'il a été indiqué dans le dossier de Bordeaux Métropole. Il y a des prospects, comme on dirait dans un bon terme, mais aujourd'hui il n'y a rien qui est encore clairement défini, que nous avons reçu, et j'ai reçu évidemment des gens très inquiets sur le tronçon numéro 8, et notamment les riverains et le tissu commercial qui doit être préservé. Il y a certes des places de stationnement, mais aussi des emplacements de livraison qui devront être trouvés, puisque la route de Toulouse, c'est une route, ce sont des mobilités, mais c'est aussi des gens qui y habitent et des commerces, et de très bons commerces qui y sont. Et donc, l'idée, c'est évidemment qu'on puisse avoir ce préalable. Je rappelle que la ville porte depuis de très nombreuses années, y compris avant moi, des demandes auprès de la métropole d'acquérir un certain nombre de fonciers de manière à pouvoir être ambitieux pour les mobilités douces, actives, c'est selon. Un des usages, justement, c'est qu'une limite soit posée, ne pas opposer vélo et bus. Et on le sait que la cohabitation dans le même couloir des vélos et bus, ça ne marche pas. Alors évidemment, tout ne sera pas possible, mais
ici, on doit penser effectivement au vélo. Moi, je pense aussi aux gens qui prennent le bus et aux gens qui marchent. Je pense à toutes les personnes qui ont besoin. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a 5 fois plus de personnes qui prennent le bus que le vélo. Alors, on nous dira qu'avec un RCHNS, il y aura plus de personnes dans le vélo, mais nul doute qu'il y aura quand même des gens. Et donc, je rappelle aussi que le principe de cette concertation, c'est l'amélioration de la vitesse commerciale de l'Ariane 5. Et l'Ariane 5, elle est garantie dans sa vitesse commerciale comme étant justement celle-ci. Elle n'est pas mixée aux autres modes. Et puis, j'ai entendu dans différentes réunions, où on m'a rapporté différentes réunions d'une idée à la fois saugrenue, je le dis tel que je le pense et à laquelle je m'opposerai vivement, c'est la mise en sens unique de la route de Toulouse, puisque les maires ont encore ce pouvoir de police, même si certains voudraient leur en enlever. Et donc pour ce qui concerne la ville de Talence, il appartiendra aux maires concernés de décider pour leur tronçon. Je suis viscéralement opposé à toute mise en sens unique de la route de Toulouse, avec notamment les conséquences que ça pourrait avoir sur la rue de Codérès. J'ai entendu des gens dire, y compris pas loin de moi, que la rue de Codérès pourrait servir éventuellement de délestage. Il est hors de question que la route de Toulouse ou que les rues de Talence puissent accueillir un tel flux. Vous dire également qu'une nouvelle fois, aujourd'hui, nous avons demandé des éléments à Bordeaux Métropole pour permettre de résoudre une problématique forte qui est engendrée par les pistes cyclables sur les boulevards, avec les remontées de fil dans la rue Bourgès, les rues aux écoles qui bloquent notamment la rue Carnot et les nouveaux sens de circulation de la barrière de Pessac. On peut se féliciter qu'un maire prenne une décision, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon collègue de Bordeaux qui est parfaitement au courant de cette remontée, mais il faut aussi prendre conscience que ces décisions ont des répercussions sur les communes limitrophes, et nous avons demandé à Bordeaux Métropole des études de circulation et des moyens de manière à améliorer une situation qui était ce matin notamment, et dans d'autres jours particulièrement difficile. Voilà pour la concertation, et évidemment, chacune et chacun, élu ou pas élu, sera libre de déposer, et il appartiendra à la Bordeaux Métropole de pouvoir mixer tout ça et nous faire des propositions. Madame la sénatrice, vous voulez parler? Parce que je vois un masque bouger, mais je n'entends point de propos. On ne change rien, c'est ça? Enfin, je vais laisser, si Madame la sénatrice veut parler, on va lui laisser l'occasion de parler. Non, mais j'ai écouté avec attention que vous alliez faire une contribution pour la route de Toulouse, mais en réfléchissant, je me demande, à part à charge sur ce qui est proposé, qu'est-ce que vous proposez? J'ai l'impression que vous ne souhaitez rien changer, c'est-à-dire laissons-la telle qu'elle est. Donc pas suppression de places de stationnement, mais on peut peut-être envisager d'avoir des poches de stationnement. Je pense que c'est possible pour pouvoir compenser celles qui sont supprimées. Ensuite, il est bien évident que cette route de Toulouse, avec pour les cyclistes, est extrêmement dangereuse. La liane de bus non plus n'est pas performante. Et malheureusement, donc, je vous rappelle que vous avez accepté un permis de construire de plus de 250 logements au niveau de Bagatelle, avec une entrée et sortie, c'est-à-dire une portion de voie à double sens, rue Robespierre, où passera également donc, les ambulances, mais également les urgences. Donc, je dois dire que plus on concentre donc aussi de population et de véhicules, plus c'est difficile donc de circuler les routes de Toulouse. Donc, je pense quand même qu'il faut faire quelque chose, quoi qu'il en soit. Alors, soit j'ai dû mal m'exprimer, ce qui est possible, soit vous n'avez pas dû vouloir comprendre. Donc, je vais le répéter, ce qui est également possible, ma chère collègue. D'abord, évidemment, non, je ne veux rien. Je vous rappelle très modestement que ça fait 3 ans qu'on travaille à cette route de Toulouse et que si vous souhaitez vous arroger les conclusions aujourd'hui que l'on sort une concertation, je me permettrai juste de vous dire que la concertation était même ouverte avant le changement de mandature. C'est donc bien qu'on voulait les choses, et je ne suis pas le seul puisque nous sommes 4 maires autour de cette route de Toulouse. Donc on veut que les choses changent. Maintenant, quand je vous entends dire que compenser les places de parking, c'est possible, moi je veux en être sûr. C'est pas que je veux des places de parking simplement là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand vous dites à des gens, ou quand vous direz demain à des gens, sur le tronçon 8, donc entre Robespierre et Suzon, qu'on leur supprime près de 50 places de stationnement, je crois que c'est 43 si je dois le dessus, et qu'on leur dit ben non, il n'y a pas de préalable à ça, ben c'est la mort du commerce parce que vous le savez, et c'est aussi demain des gens qui n'auront plus de possibilité pour être devant chez eux. Et comme les commerçants l'ont fait remarquer, puisque
Je fais aussi confiance à celles et ceux qui habitent là-dessus. C'est un commerce et aussi ce sont des aires de livraison. Et donc l'idée, c'est de ne rien faire. Le fait, c'est d'avoir des préalables. J'ai entendu des mots rassurants en nous disant qu'il y avait des prospects qui étaient en cours. Ben, tant mieux. Si les prospects sont concluants, eh bien dans ces cas-là, on pourra être ambitieux pour les mobilités actives. Donc je souhaite que les choses changent. On souhaite que les choses changent, mais pas n'importe comment et surtout pas au détriment des gens qui y habitent. Après, sur la liane, moi, vous m'expliquerez, ma chère collègue, si le bus se retrouve avec les voitures, vous m'expliquerez comment sa vitesse commerciale va être améliorée. Puisqu'aujourd'hui, il y a des tronçons, vous pouvez faire ce que vous voulez, notamment dans le tronçon 8. Si vous mettez des trottoirs, 2 files de voitures, eh bien, si vous mettez un RCHNS, le bus il est avec les automobiles. Donc si jamais vous souhaitez ça, ça vous appartient parfaitement. Je crois que la route de Toulouse, c'est un ensemble, qu'une vitesse commerciale, elle se regarde aussi sur l'ensemble, mais on sait que la difficulté sur la route de Toulouse, c'est la sortie, pas forcément du côté de Talence, et l'entrée, notamment le matin. Et que si on met la liane 5 dans les embouteillages le matin, eh bien la liane 5, elle ne sera pas compétitive. Et donc, l'idée, c'est le fait de se dire que malheureusement, on ne va pas démolir des maisons pour agrandir la route de Toulouse, et que donc, il ne faut pas opposer les bus aux vélos. Vous avez quand même entendu dire des associations, y compris celles dont vous êtes membre, qui disent que sur les boulevards, mettre les vélos et les bus dans le même couloir, ça ne marche pas, parce que c'est dangereux. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et donc, l'idée, c'est qu'à un moment, il faut faire un choix. Ce choix, c'est de préserver la vie des riverains, et que là où ce n'est pas possible, c'est d'essayer de voir comment le bus, parce qu'il y a des gens qui prennent le bus, aujourd'hui il y a 7500 personnes, et je vous entends parler de la liane 5, mais il y a aussi tous les habitants de Thouars qui prennent la 20, pas que de Thouars d'ailleurs, et donc c'est important. Vous avez terminé sur quelque chose que j'ai déjà entendu dire, mais je crois que ça sera un running gag pour parler en français pendant tout le mandat. Je vous confirme qu'effectivement, il y a un collectif qui va être fait. Je vous invite juste, ma chère collègue, à regarder le nombre de logements neufs qui ont été livrés sur les 4 communes, et vous verrez celles qui densifient le plus au cours des 5 dernières années. Vous seriez surprise, mais nul doute qu'elles font partie de vos amis. Et une chose est sûre, c'est qu'effectivement, on le fait, à un moment ou à un autre. Il faudra nous dire, vous voulez du logement ? On fait du logement social, vous n'en voulez pas. Vous nous dites qu'il y a une crise du logement, eh bien, on construit des logements, il n'y en a pas. À un moment ou à un autre, eh bien, on a le droit aussi que derrière les logements, il y a aussi des gens qui y habitent. Et c'est à peu près normal qu'une ville aussi fasse un effort en la matière. Et encore une fois, je vous rappelle que très largement, la ville de Talence n'est absolument pas celle qui délivre le plus grand nombre de permis neufs. Et donc, ce qui est bon pour d'autres villes, que vous applaudissez votre main, je suis sûr sera bon pour Talence. Ou alors, c'est qu'il y a un problème de cohérence, mais je vous fais confiance. Madame Ramy. Oui, je voudrais compléter. Tout à l'heure, vous avez parlé que l'objectif de la réhabilitation de la route de Toulouse était l'amélioration commerciale de la liane 5. Je me permets quand même de rappeler qu'il y a eu une deuxième ambition qui a été posée sur cette route de Toulouse, qui est la mise en place du futur REV, qui a été un choix décidé en copine du plan vélo, et que l'ensemble des quatre territoires se sont positionnés en faveur. Donc il y a un double enjeu sur cette route de Toulouse. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne faut pas opposer vélo et bus, et qu'il va falloir trouver les meilleures solutions, parce qu'il n'y en aura peut-être pas qu'une, il y en aura plusieurs en fonction des tronçons. Mais voilà, compléter en disant qu'il n'y a pas que le bus, il y a le vélo et il y aura aussi forcément la marche. Mais je pense que la marche, avec la reconstruction des trottoirs, seront forcément beaucoup plus adaptés à quelque chose de circulant pour l'ensemble des personnes, enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Voilà. Merci, ma chère collègue. Alors, pour moi, il y a un triple objectif, et je mettrai celui de la qualité de vie des habitants et des riverains avant toute autre considération. Ça, pour moi, c'est le principal. Vous avez dit que ça a été ajouté. Oui, je suis d'accord. Mais à la base, le dossier de concertation, où vous avez décidé d'y ajouter des choses, c'était l'amélioration de la vitesse commerciale de la liane 5. Quand je vous parle de la mise à sens unique de la route de Toulouse, ou de ses impacts sur Bourges, parce que j'ai entendu des gens, je tiens à votre disposition leur nom, mais vous les connaissez bien, qui disent « mais la rue Bourges peut servir de délestage ». On n'a jamais posé la question aux gens de la rue Bourges, aux gens de la route de Toulouse, s'ils sont d'accord pour mettre leur rue à sens unique. On ne peut pas ajouter des éléments comme ça en disant « oui, on va étudier ». Non. Soit on dit on met la route de Toulouse en sens unique et on fait une concertation sur cet aspect-là, soit on dit « eh bien, voilà tel ou tel projet que l'on mène ». Vous avez dit
il faut que la marche, on peut penser de toute façon qu'on va faire effectivement bien. Je suis tout à fait en accord avec vous sur ce point-là. Sur le tronçon numéro 8, qui est le nôtre, entre guillemets, puisqu'on le partage avec Bègles, mettre le RCHNS et un couloir de bus, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà, vous y êtes pour rien, moi non plus. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra faire un choix. Et je dis juste, et c'est ce que je défends, et ce que je défendrai toujours, que dans ce cadre-là, mettre la Liane 5 à quelques encablures de la barrière de Toulouse avec les embouteillages dans les voitures, c'est être sûr de démolir tous les efforts qui ont été faits en amont. Ça ne veut pas dire que rien n'est possible de faire. Si jamais on peut pas faire passer des cycles, on y passera. Mais il faudra se positionner par rapport à ça. Alors évidemment, la solution qui a été proposée par certains de mettre la route de Toulouse en sens unique, c'est une solution parce qu'on récupère effectivement une file de voitures. Mais dans ces cas-là, c'est la mort assurée de tous les riverains de la rue Bourgès puisqu'il faudra trouver des routes de compensation. Et ça, je ne la mettrai pas. 1, parce qu'on ne leur a pas demandé leur avis. 2, parce qu'on est sûr de démolir le cadre de vie des personnes. Encore une fois, si la route de Toulouse était comme certaines avenues danoises ou dans d'autres pays très très larges, on pourrait tout mettre et avoir quelque chose de très ambitieux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Voilà. Mais j'ai entendu que Barrière de Toulouse, dans le quartier Bordelot-Bordelais, il y avait aussi des difficultés avec des commerçants qui demandent aussi à ce qu'on fasse attention à la survie de leur commerce. L'idée, ce n'est pas le fait de ne pas vouloir être ambitieux pour le vélo. On l'a fait. Je vous rappelle encore une fois que proportionnellement, la ville de Talence, c'est celle qui a fait le plus grand nombre de couloirs vélo dans le cadre du plan d'urgence vélo. Et donc, mais simplement, quand ça ne passe pas, vous ne pourrez pas dire aux gens qu'on va passer à côté ou là-dessus. La seule chose, c'est que quand ça ne passe pas, il faut privilégier pour moi les transports en commun. Parce que dans les transports en commun, quoi qu'on puisse en dire, il y aura toujours plus de monde que sur le vélo. Et tant mieux s'il y a plus de monde dans le vélo, mais il faut aussi penser à la qualité de vie des riverains. Et c'est celle à laquelle je pense. Et ce que je vous dis, ma chère collègue, ce n'est pas parce qu'on le pense d'un point de vue majoritaire, c'est ce qui m'a été remonté par tous les habitants riverains de ce Songeon. Alors je dis tout, non, pas tous. Une très large majorité de riverains qui nous ont posé cette question-là demain de leur qualité de vie. Et donc, c'est celle-là, mais je pense qu'on pourra s'accorder sur le fait de dire que c'est celle qui doit nous muer en premier lieu. Monsieur le sénateur. Merci. Oui, j'avais juste rectifié quelques dates dans le calendrier. La rue de Toulouse, personnellement, j'en ai entendu parler depuis 30 ans. 30 ans, il fallait réaménager, et tout le monde était d'accord, il faut réaménager la rue de Toulouse. Alors, ça a été extrêmement compliqué parce qu'il y a eu, peut-être j'ai vu une dizaine de projets, l'une disant il y a une voie qui doit passer par Bègles, Mussonville, pour être en parallèle de la route de Toulouse. Ce qu'à l'époque, le maire de Bègles ne voulait pas. Enfin, il y a eu X propositions, mais aucune ne satisfaisait les 4 maires, finalement, par rapport à ça. Et c'est seulement il y a maintenant quelques mois, ou 2 ans, enfin, que la démarche a été entreprise de manière plus sérieuse. Expérience du Parisien que je suis, qui a la chance d'avoir un petit vélo électrique. Je vois donc la circulation des vélos dans Paris. Je reconnais que c'est bien. Le vélo électrique, c'est très bien. Mais alors après, quand on passe dans... S'il y a des pistes cyclables, c'est parfait. S'il n'y a pas de pistes cyclables, les vélos dans les couloirs de bus, plus les trottinettes, je garantis, et les taxis, ça commence à poser des problèmes. Donc, tout n'est pas aussi simple que de dire on va faire les bus et les vélos, il faut savoir comment on les fait passer. Et autre question, mais ça, j'ai cette discussion avec Monique Marco depuis 20 ans. C'est vrai que, ça me rappelle un peu je ne sais plus, l'humoriste qui avait dit, il faut faire appel moins aux contribuables et plus à l'impôt. Vous voyez la difficulté à mettre en application. Là, c'est pareil, pour les logements. Il faut des logements, c'est jamais le bon endroit. Et donc, si on écoute ce leader ici ou à Paris, oh non, les logements, il ne faut pas en faire ici, c'est déjà dense, ok. On les fait où? On les fait à 50 km. Et on multiplie le problème des gilets jaunes parce qu'il n'y a pas de transport en commun lourd entre ces secteurs, alors que les emplois sont dans les métropoles. Le problème n'est pas facile à résoudre. Mais il y a un moment donné, il faut affirmer. S'il faut des logements, je crois que Talence, on doit être à 700, 800 ou 900 en attente. La métropole, c'est 53 000 logements qui manquent. On les fait où? On met les habitants en lévitation? On les envoie plus loin? Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut s'élever? Moi, je suis pour cette solution. Mais il va falloir le courage de dire. On va construire sur place, ça mange moins d'espace au sol. Il faut s'élever et aménager les espaces autour. Sinon, dites-moi où on met les habitants. On les envoie ailleurs. Ailleurs, je ne sais pas où c'est.
En tout cas, des solutions qui sont bonnes pour les autres villes ne sont jamais pour Talence. Mais ça, c'est la posture de l'opposant. Oui, vous pouvez vous permettre. Mais je vous rappelle que c'est une information du Conseil. Hein. Je vous propose de... Je veux bien, chers collègues. Et monsieur Vous connaissez bien le bus, en plus, chers et collègues. sénateur, entendre ce que vous dites. Enfin, quand vous habitez le Nord-Médoc et autres, les campagnes ne souhaitent qu'une chose, c'est que les entreprises viennent. Vous voulez monter vers le ciel, nous voulons des entreprises chez nous. Parce que moi, j'habite le Médoc, et permettez-moi de vous dire que si vous mettiez les entreprises là-bas, eh bien, il y aurait effectivement des gens qui habiteraient là-bas et qui ne viendraient pas à Bordeaux. Et la concentration métropolitaine, ça va à un moment donné exploser parce qu'on ne pourra pas concentrer. Donc, ce qui veut dire qu'il faut peut-être avoir une politique où les entreprises sont à l'extérieur. Alors, Vous dites 30 ans sur la ligne, sur la route de Toulouse, vous étiez déjà effectivement à la commission des transports. J'étais également à l'époque à Veolia, ça fait plus de 30 ans, et jamais on n'a réussi à trouver un schéma directeur sur cette route qui pose problème. Et j'espère qu'on arrivera, je l'espère, monsieur le maire, à trouver une solution, mais franchement, je ne sais pas. alors, je ne savais pas que vous habitiez le Médoc, mon cher collègue, mais comme on est au conseil municipal de Talence, on va Mais j'ai également revenir. le choix d'avoir des parents qui habitent là-bas, comme les Ah, mais vôtres, autrement, je sais pas. Ou le choix de se raccrocher aux branches. Ça, c'est selon. Mais je voudrais juste vous dire, je crois que vous connaissez bien le milieu des transports en commun. Je voulais juste vous dire que quand on discute aussi avec les chauffeurs de bus, je crois que vous les connaissez bien. Les vélos et les bus dans le même couloir, ça ne fonctionne pas. Et donc, à un moment ou à un autre, un peu comme logement, quand on les mettra ailleurs, à un moment ou à un autre, il faut avoir une posture politique responsable qui consiste à se dire que quand tout ne peut pas passer, il faut trouver un choix. Et le choix, qui est le nôtre, en tout cas, qui est le mien au nom du groupe majoritaire et de la ville, ça sera de préserver, 1, la qualité des riverains, et 2, celles et ceux qui prennent la 20, le 5 et les autres bus là-dessus. Et que si jamais il doit y avoir des choses moins ambitieuses, et on peut le regretter encore une fois, eh bien, c'est pas que c'est pas grave, c'est qu'on a aussi énormément de gens qui prennent les transports en commun. Et ces gens-là, il ne faut surtout pas les oublier parce que ce sont eux qui vont faire les mobilités demain. Nul doute qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans du très passionnant débat sur la révision ou dite révision du schéma des mobilités. Voici pour les décisions du Conseil des informations et on passe à la délibération numéro 3, ma chère collègue. Réhabilitation des châteaux Pexoto, Margaux et de leurs dépendances, commission d'appel d'offres. Oui, je suis très heureux de vous présenter cette délibération donc, qui rentre dans le concret pour le projet du Grand Pexoto Margaux, qui, je vous le rappelle, a fait l'objet de réunions de préparation au cours des derniers mois et, on va dire, des 2 dernières années du précédent mandat, notamment avec un travail qui a été fait avec l'AURBA, avec les riverains, avec le conseil communal. L'idée, c'est simple, c'est d'essayer de réfléchir sur la fusion des parcs, augmenter l'espace vert disponible, réfléchir également aux usages que l'on fait de ce parc central, et pas Central Park, ce très beau parc est le château Pexoto, qui accueillera en plus une très belle manifestation ODP dans quelques jours. Mais pas seulement, c'est aussi un parc du quotidien. Et donc l'idée, c'est de prendre un nouvel élan, on va dire, sur cet ensemble inestimable pour la ville. Eh bien, avant de s'occuper du jardin ou des usages, il convient déjà de réhabiliter la partie en pierre. Et c'est la raison pour laquelle on commence par la réhabilitation des châteaux Pexoto, du château Margaux et de leurs dépendances. L'idée, c'est donc de vous proposer, comme on l'a toujours fait, une commission d'appel d'offres, c'est-à-dire une commission qui se réunit spécifiquement pour ce projet-là. Et je vous rappelle que l'enveloppe prévisionnelle devrait être un tout petit peu inférieure à 10 millions d'euros pour ce projet qui sera livré au cours de ce mandat. Je crois que vous nous avez donné votre accord pour ne pas procéder à un vote formel pour éviter le scrutin à bulletin secret. Donc, vous avez proposé M. Bardin et Mme Ramy comme suppléants pour cette commission. Et les titulaires donc, de cette commission seront donc Mme Fabre-Tabourin, M. Gestin, Mme Chadebost, M. Larose et donc M. Bardin. Et leurs suppléants seront M. Bénard, Mme Castagnera, M. Joyon, M. Anotin et donc Mme Ramy. Alors, je vais demander, avant qu'on ait dessus, l'unanimité sur le fait que nous ne votions pas à bulletin secret. Que quelqu'un parle ou se taise à jamais. Bien, je vais supposer, pour cette délibération en tout cas. Madame Ramy, je vous écoute. Vous vouliez la parole.
En fait, nous avions une réflexion à apporter sur cette... alors, pas forcément la délibération, qui porte sur la composition de la CAO, mais sur le projet de réhabilitation de l'ensemble de... Je pense qu'il y a 6 bâtiments, je ne veux pas dire de bêtises, il y a 6 bâtiments. Donc là, le projet que vous proposez, un des projets que vous proposez, c'est la réhabilitation, on va dire, des façades et des toits, une réhabilitation de grosses œuvres. Et je pense que ça serait intéressant d'intégrer dès à présent une réflexion énergétique visant les aspects sobriété et efficacité énergétique. Vous devez le savoir puisque c'est une obligation réglementaire et vous êtes très au fait d'être aux normes par rapport aux lois. Le décret tertiaire s'applique sur ces bâtiments à usage tertiaire. Ils sont supérieurs à 1000 m², c'est ce que vous avez marqué dans Margot. Alors, certes, il peut y avoir des dérogations, mais vous avez également, pour enclencher une démarche, sobriété, efficacité énergétique, un label qui s'appelle le label Effinergie et qui permet de vous accompagner tout en respectant le patrimoine de ces bâtiments dans cette réflexion. Donc moi, je vous engage là-dedans parce que vous parlez également de mise en lumière de l'ensemble de ces bâtiments. Donc ça veut dire que la sobriété, là, on n'y est pas forcément. Je pense qu'il faut vraiment poser un cadre de travail, avoir des données quantifiées, se projeter dans une... Là, vous allez faire des travaux. Pourquoi vous n'engagez pas une réflexion énergétique ? Des travaux. Ah, vous avez entendu quoi ? Autre chose. Allez-y. Je vous en prie. Donc énergétique, ça ne vous parle pas, ça picote. Ah, j'ai beaucoup d'énergie. Oui. Et la mienne est renouvelable. On verra, je ne sais pas. Il faut entamer la réflexion. C'est toujours pareil, il faut poser un diagnostic et puis on verra, bien sûr. Donc on revient sur le sujet des bâtiments. Oui. Hein, c'est mieux. Ne parlons pas de nos énergies respectives. Exactement. Donc moi je vous engage là-dedans. C'est une proposition qu'on vous fait. Effectivement, on en avait déjà parlé lors de l'élaboration du budget annoncé sur cette réflexion énergétique. Donc je vous engage à y aller. Vous savez également que les prix des énergies ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Donc il y a vraiment une action importante à faire pour ne pas se faire dépasser par des consommations énergétiques et aller plus loin si vous en avez vraiment la volonté, d'aller aussi également dans les énergies renouvelables. Après, il y avait... j'avais une question. Moi, la mise en lumière, ok, mais pourquoi vous voulez mettre en lumière l'ensemble des bâtiments ? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Et puis après, mon point d'interrogation, là, vous annoncez un montant inférieur à 10 millions TTC sur ces travaux-là, alors que l'AMO, elle n'a pas encore commencé à faire son travail, si je ne m'abuse, donc on n'a pas forcément les éléments. Voilà. Madame la première adjointe va vous répondre. Oui, ma chère collègue, vous avez parfaitement raison. Hein, le décret tertiaire s'applique, sauf que là, on a une difficulté, c'est qu'on est en monuments historiques, tant sur Pexoto que sur Margot. Donc les différents diagnostics, bien sûr que la préoccupation énergétique préside à notre réflexion, que nous avons pris le soin de nous faire accompagner tant par les bâtiments de France que par les monuments historiques, et que nous avons aussi demandé le conseil et le support de l'architecte et du paysagiste d'État en posant ce genre de questions. La première difficulté pour nous, en tout cas pour tout ce qui concerne les éléments de façade, et je rappelle que les diagnostics sur les 2 immeubles principaux, je vais me limiter à répondre sur Pexoto et Margot, font tous les 2 l'objet d'une protection MH, ce qui va nous rendre compliqué. On a négocié déjà, et ça figure d'ailleurs dans la délibération, la possibilité par exemple d'augmenter l'épaisseur du vitrage, ce qui n'était pas gagné, puisque dans l'absolu, ces types de travaux de réparation supposent qu'on ne modifie en rien la composition des façades. Voilà, aujourd'hui, on est dans le programme Grand Pexoto Margot, sur la réponse au diagnostic de l'état bâtimentaire en termes de façade. C'est ce qui est indiqué dans cette délibération et c'est l'objet de
de cette commission d'appel d'offres. Point. On n'est pas encore dans la phase, même si ça préside évidemment à notre réflexion, d'une requalification complète. Ce n'est pas l'objet. On préserve les façades puisque ça aurait été quand même un tout petit peu étrange d'attaquer sur les travaux de réaménagement paysager et de la liaison des deux parcs et 2 ans après se dire en fait il va falloir qu'on répare ces façades puisque même si on n'était pas dans un caractère d'urgence, ces travaux devaient être faits. Voilà. Donc je ne peux pas vous donner des réponses plus complètes, mais on est extrêmement encadré. Et on ne pourra donc pas, on n'arrivera pas sur ces 2 immeubles à une qualité d'isolation telle que prévue dans le décret, parce qu'il y a une incohérence avec la protection MH. Monsieur Bardin, je vais compléter là-dessus. Oui, alors j'entends effectivement la protection MH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, des entreprises qui se spécialisent de plus en plus, vous savez qu'on est passé de la démolition à la déconstruction, se spécialisent dans la réutilisation des matériaux et notamment dans la réfection des menuiseries bois pour pouvoir les passer en double vitrage et non pas en simple vitrage plus épais, puisque simple vitrage plus épais nous permettra pas. Alors, ça marche pas. Ça marche pas en MH. Si, ça marche en MH. Non, ça marche pas en MH. Écoutez, je vous ferai passer, Madame de Tabourin, deux entreprises nommées par les MH. Eh bien, écoutez, sur le territoire métropolitain. Je serais ravie, mais c'est une question que nous avons posée. Et la responsable des monuments historiques de Gironde nous a répondu que ça ne fonctionnait pas et qu'elle tolérerait une modification des vitrages dans son épaisseur, mais pas de double vitrage. Voilà la réponse précise. Je ne peux pas être plus transparente que ça, puisque c'était précisément ma question, mon cher collègue. Je reviendrai vers vous avec des informations plus précises. Merci. La deuxième, je trouve réducteur le fait que vous parliez de réparation des parties extérieures des bâtiments. En fait, en réalité, on est bien dans une mise en valeur de notre patrimoine, même sur la première opération. Il s'agit de réhabiliter les façades, dans un premier temps, les façades de nos bâtiments, les Margaux, Pexoto et les annexes qui sont dans le parc Pexoto. Je suis quand même étonné de voir... Alors, j'imagine que c'est parce que l'AMO n'avait pas encore été nommé, puisque nous ne l'avons nommé que mardi dernier en CAO, je crois. Enfin, il a été retenu que mardi dernier en CAO. Mais quand je regarde les prestations qui sont prévues, et faire valider, même par les Bâtiments de France, des réparations en époxy sur la façade, sur des pierres en époxy, je suis étonné que ce soit une prescription de la MH, c'est ce qui est écrit. Vous ne m'avez pas compris. En l'occurrence, des diagnostics ont été réalisés sur l'ensemble de ces châteaux il y a déjà plusieurs années. Diagnostics que nous avons fait réactualiser. Et évidemment, quand nous avons pris le soin de nous rapprocher tant des Bâtiments de France que des monuments historiques, c'était sur la base de ces diagnostics. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, le fait que la commission d'appel d'offres qui est nommée l'AMO soit intervenue lundi dernier, ça n'a absolument rien à voir avec l'objet de cette délibération, qui est bien de créer une commission ad hoc pour la première phase du Grand Pexoto Margaux, à savoir, vous savez, moi je suis nordique, à savoir la réparation des façades, qui est la conclusion des diagnostics, des monuments historiques et des Bâtiments de France. C'est-à-dire tout le travail que nous réalisons depuis 1 an, tout comme nous avons fait le diagnostic de l'ensemble des réseaux dans le parc de Pexoto. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas non plus intervenir dans les parcs sans savoir très précisément où passent les réseaux. Donc tout ce travail qui ne s'est pas forcément vu, puisque c'est la première délibération avec laquelle nous revenons vers vous sur ce grand projet Pexoto Margaux, c'est bien la réparation des façades. Ne vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion d'en reparler beaucoup. Vous en reparlerez. reparlerez. Rien à voir avec le fait qu'on ait notre marché d'AMO, puisque le marché d'AMO interviendra sur le reste. Donc, je vous propose une dernière fois, allez-y, mon cher collègue. Merci. Je vous en prie. Juste à ce moment-là, parler des 2,5 millions de budget prévu, les 5 millions
par rapport, vous me parlez des 7 millions, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, des 7,5 millions au total, dont 2,5 millions hors taxe pour la partie. On ne parle que des 2,5 millions. Les 5 millions sont vraiment de la pure théorie. On ne sait pas, et même ce chiffre-là ne devrait même pas apparaître puisque vous ne savez pas pour l'instant ce qu'on va y faire. Je suis assez d'accord avec vous. Dans la rédaction de la délibération, on aurait pu se limiter au montant destiné à la réparation des 2 immeubles et de leurs annexes. Bon. D'abord, je veux bien que vous pointiez du doigt les différents éléments. Je voudrais juste vous rappeler, mon cher collègue, que vous êtes sans nul doute compétent en matière d'architecture, mais que ça fait 2 ans que nous sommes avec les architectes des bâtiments de France, que ce soit d'ailleurs dans la partie château et dans la partie jardin. Et que ce que l'on va faire, c'est ce qui va nous être demandé par l'architecte des bâtiments de France. Je voudrais aussi vous dire, je reviens sur la première intervention d'Isabelle Ramy, je pense qu'un projet, ça s'apprécie aussi globalement sur le fond. Vous parlez de la performance thermique. Vous le verrez sur tout un tas de projets que l'on va sortir, notamment quand on va être sur des bâtiments neufs ou certaines extensions, on sera particulièrement exigeant en matière de rénovation thermique. Ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est qu'on sait qu'il faut que ces bâtiments demain, une fois rénovés, soient capables d'affronter les conditions de 2040, 2050 avec des conditions de réchauffement climatique que l'on sait. Mais s'agissant d'un bâtiment historique, je dis encore une fois ce que nous a dit l'architecte des bâtiments de France, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ce n'est pas parce que c'est possible que c'est mal. Ça veut dire que la performance énergétique du château va être bien meilleure. Mais, et ça peut s'entendre, peut-être un peu moins bonne que quand on construit un bâtiment comme on est ici, neuf, ex nihilo, avec beaucoup moins de contraintes que les bâtiments de France. Je voudrais aussi vous dire, puisque nous sommes collègues à la métropole, que je vous inviterai toujours à comparer les normes qui s'appliquent aux bâtiments de la métropole, y compris quand elles construisent sur les villes, et celles que la ville va explorer. Vous verrez systématiquement, et je vous en ferai la démonstration, que la ville sera systématiquement plus audacieuse en matière de rénovation énergétique que ne l'est aujourd'hui la métropole. Donc ce que je vous invite à faire, en tant qu'élu métropolitaine, par ailleurs membre de l'exécutif, c'est que quand on s'intéresse à nos bâtiments dont acte, mais que finalement, l'exemple, il doit venir de la métropole, puisque c'est la métropole, vous dites aujourd'hui, il faut qu'on soit audacieux. Oui, bien sûr, soyons-le. Soyons-le pour celles et ceux qui nous suivront, mais soyons-le tous. Parce que quand la métropole rénove des bâtiments, elle s'applique des contraintes qui ne sont pas du tout celles que l'on applique à nos bâtiments. On a parlé du montant. Quand on présente une délibération, on a des éléments techniques qui peuvent s'entendre. L'idée, c'est d'abord, de faire entendre, mais ça, vous l'avez vu dans le cadre du budget, et on le redira lors du budget 2022, qu'il y a un projet global. Ce n'est pas un projet de réhabilitation des façades du château avec un éclairage. Je réponds à votre question, Madame Ramy, on souhaite éclairer un certain nombre de bâtiments, parce que d'abord, il y a des bâtiments qui sortent un peu, il y a évidemment les 2 grands châteaux, mais il y a aussi des bâtiments mis bout à bout. Je pense notamment au pavillon qui est en face, sur le coup de la Libération, qui mérite pas forcément une mise en lumière comme on pourra le faire pour les châteaux, mais de surligner la beauté de la pierre et de ce bijou que sont le château Pexoto et ses dépendances, avec Margot. Mais l'idée, c'est de faire comprendre qu'on a un beau projet, un projet qui est global, dont le montant, évidemment que je ne le sais pas, et si jamais ça peut nous coûter beaucoup moins cher, eh bien tant mieux, mais qu'on aura effectivement un projet global là-dessus. Et quand on parle de performance, ma chère collègue, je pense qu'on pourra tous se féliciter que là, aujourd'hui, il y a une route ou un parking, demain, il y aura un espace enherbé. Et donc, c'est la raison pour laquelle on fera toujours ça de façon sérieuse et surtout globalisée. Comment on peut, à travers le parc et son château, faire en sorte que demain, ça soit quelque chose d'emblématique. Moi, je voudrais juste vous souligner, évidemment, les éléments de distorsion qu'on peut avoir, mais je pense qu'on pourra vraiment s'entendre. Et je vous le dis, mon cher collègue, si vous pouvez nous apporter des choses qui nous permettent de faire le plus beau des projets, ça ne sera pas notre projet, ça ne sera pas le vôtre, ça sera le projet de tous les talentés. Je pense qu'on pourra collectivement s'en féliciter. C'est aussi le sens de cette délibération de la commission d'appel d'offres, de pouvoir vraiment avoir une commission ad hoc qui s'occupe exclusivement de ce projet, de manière aussi à avoir un suivi tout au long de cette mandature. Donc, vous pouvez compléter juste. Oui. Non, merci, vous avez répondu à certaines de mes questions. Toutefois, il y avait le sujet du label Effinergie. Je n'ai pas eu de réponse pour savoir si vous aviez utilisé ce levier ou pas. Non. Ok, merci. Je pense que la commission aura du travail. Je vous propose donc de me confirmer que
Madame de Marco, alors il va falloir mettre un peu d'ordre dans vos prises de parole. Allez-y. Non, mais je vous remercie de me laisser la parole. Je vous en prie. Moi, c'était juste un petit point d'information. Moi, j'ai bien compris que cette enveloppe, c'était pour les 3 étapes du projet. Donc, justement, ce fameux grand projet Pexoton-Vargo. J'ai été regarder sur le site de la mairie pour savoir où en était ce projet de Pexoton-Vargo, ce qui est intéressant puisque c'est vrai que nous avions au départ participé, on avait été invités aux différentes réunions, à la présentation des étudiants de l'école d'architecture, et ensuite il y a eu certains habitants, certains usagers qui ont été consultés. Entre-temps, il y a eu la Covid, il y a eu ce problème-là, mais maintenant, où en est-on? Je ne sais plus qui est-ce qui suit comme élu ce projet. Donc, quelles sont les prochaines étapes sur ce projet? Et quand est-ce que nous aurons l'occasion d'avoir une réunion de présentation d'un point d'étape? Alors c'est moi, Madame de Marco, qui suis ce projet dans le cadre des grands projets de la ville de demain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis intervenue dans cette délibération. Nous avons aujourd'hui obtenu, nous avions demandé au début de cette mandature un audit, entre guillemets, en se rapprochant du ministère de l'urbaniste et du paysagiste d'État. C'est très récent puisque nous avons obtenu ce retour jeudi dernier, retour qui ne contredit pas les préconisations qui ont été synthétisées par le travail de l'agence d'urbanisme. Je pense que nous reviendrons vers vous entre 9 mois et 1 an, puisque nous avons pris la décision, ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier projet, d'intercaler une première phase qui est bien la réparation des châteaux. Donc il y a ce travail-là qui a été engagé, qui maintenant va se dérouler tranquillement, et ce qui va nous laisser le loisir de croiser l'ordonnance, si je puis dire, de ce travail qui a été fait par le ministère et les préconisations des habitants, de façon à ce que nous puissions revenir sur une ultime phase de concertation, et je dirais entre 6 et 9 mois. De toute façon, vous serez informé, puisque le conseil municipal est toujours informé. Il me semble que depuis le mandat, vous serez d'accord avec moi pour vous dire que vous avez toujours les informations en amont, y compris celles qui revêtent un caractère de confidentialité. Je voudrais juste que là, on est sur des éléments techniques, mais le projet, c'est quoi? C'est faire plus de vie dans ce parc, c'est avoir des éléments, des loisirs pour les enfants, un parc dans lequel, finalement, à la star de ce qu'on peut connaître dans d'autres villes, eh bien, les Talancaises et les Talancais puissent, tous les week-ends, le mercredi, les jours de la semaine, puissent effectivement se sentir encore mieux qu'aujourd'hui, en sachant qu'il a une valeur très particulière. Et puis, c'est un parc aussi qui accueille des manifestations, nonobstant l'opposition de certains. C'est aussi réfléchir aux usages de ce parc-là, et de manière justement à pouvoir configurer ce parc et lui permettre de trouver son rayonnement. Je voudrais juste vous dire, parce qu'on a rencontré les architectes des bâtiments de France et l'ensemble des choses, que ce projet, il est salué par les fonctionnaires, non pas pour un satisfecit, mais pour nous dire que c'est très intéressant d'avoir une réflexion globale sur ces deux entités, et surtout de revenir quelques dizaines d'années en arrière sur l'essence originelle de ces parcs d'agrément, et de pouvoir demain les faire rentrer pleinement dans le XXIe siècle. Et donc, on va continuer tout ça, et puis on verra le prix que ça nous coûtera, mais on ajustera en fonction d'eux. Mais il n'est peu de projets qui s'approchent des 10 millions d'euros. L'idée aussi, c'est d'être crédible. Quand on parle de ces chiffres-là, c'est de faire comprendre que ce n'est pas simplement 2 portes et une façade, c'est vraiment de s'occuper de A à Z de tout cela. Donc, je note qu'il y a l'unanimité sur cette délibération, comme sur ce projet. Eh bien, parfait. Merci. Rapporteur M. Duhart, adjoint délégué à l'éducation, au périscolaire, au centre de loisirs, à l'accueil de l'enfant et à l'entretien des bâtiments communaux. Convention de mise à disposition du personnel d'accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps périscolaire pour l'année scolaire 2021-2022. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une délibération que vous connaissez puisqu'elle revient tous les ans. Nous accueillons dans les écoles un certain nombre d'enfants en situation de handicap. Ces enfants bénéficient d'un accompagnement par des AESH sur le temps scolaire. Mais parfois, il est nécessaire que cet accompagnement se poursuive sur les temps périscolaires, que ce soit sur le temps périscolaire ou sur la pause méridienne. Pour cela, il est nécessaire de signer une convention avec les services de l'éducation nationale et avec les CESAD
pour que cet accompagnement puisse se poursuivre sur les temps périscolaires. Je vous propose donc d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions avec ces différents services. Et vous précisez que sur cette année scolaire, à l'heure où on parle, il y a 5 AESH dans différentes écoles. Y a-t-il des questions, des remarques? Je ne suppose pas de vote contre. À l'unanimité, merci beaucoup. Avance de subvention à la coopérative de l'école Georges Lasserre pour l'organisation d'un projet pédagogique sur l'année scolaire 2021-2022. Oui, l'école Georges Lasserre élémentaire développe un projet pédagogique de découverte du patrimoine de la montagne. Ce projet a été validé en conseil d'école. Il se déroulera sur la station de Gourette, dure 5 jours. Et l'école sollicite, la coopérative de l'école sollicite la mairie pour un soutien financier. Compte tenu que l'école ne partira pas en classe de découverte, je vous propose que nous accordions à l'école une subvention comparable à celle qu'elle aurait obtenue pour partir en classe de découverte. Donc c'est 54 € par jour et par enfant, et pour un montant global de 14 000 €. Je pense qu'il n'y aura pas de questions ou de remarques. À l'unanimité, merci beaucoup. Rapporteur François Gestin, adjoint délégué aux finances, exercice budgétaire 2021, budget principal, décision modificative numéro 1. Il s'agit donc de la première décision modificative de notre budget 2021. Je tiens à vous préciser avant de vous détailler les chiffres qu'en fait, on pourrait presque dire que c'est plus une réécriture comptable pour la plupart des lignes, sauf deux ou trois lignes que je vous préciserai au fur et à mesure. Donc, dans la section de fonctionnement, nous sommes sur des charges à caractère général. Il s'agit de rajouter l'assurance dommage ouvrage que nous avons décidé de prendre pour la piscine, sachant qu'en fait, elle avait été intégrée du côté investissement dans le montant global de cette opération, mais il convient de la réinscrire plutôt en fonctionnement. Pour les dotations aux provisions budgétaires de 14 550 €, c'est en fait l'application de la délibération que nous allons voir juste après la délibération numéro 7. Donc je vous le redétaillerai à ce moment-là. En ce qui concerne les 241 006 €, ce sont des opérations d'ordre de transfert entre sections. Vous les retrouverez donc en recette de la section d'investissement tout à l'heure. Je vous le redétaillerai. Nous arrivons donc à un total de 434 556 € en dépenses de fonctionnement qui sont compensées d'une part par une reprise de provision de 10 000 € en recettes, donc pour une créance que nous considérons comme éteinte aujourd'hui, et 424 556 € que nous inscrivons en recettes puisque le montant de la notification de l'État sur la partie des impôts et taxes était supérieur à ce que nous avions écrit au budget principal. Pour la section d'investissement, deux sommes du côté dépenses, 400 000 € qui correspondent à 2 acquisitions foncières que nous serions susceptibles de faire au cours de cette année. L'une correspond à une acquisition rue René Vacher, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à l'occasion d'un autre dossier, et une sur une partie du foncier de l'IRTS. Nous sommes en cours de négociation et donc nous avons besoin de pouvoir inscrire ces sommes dans le cas où les négociations aboutiraient d'ici la fin de l'année. Il y a une somme de 20 000 € qui correspond à des besoins concernant du mobilier et du matériel d'entretien pour la Maison des Nouvelles Solidarités. Pour compenser ces dépenses, vous retrouvez nos 241 006 € qui correspondent aux 4 premières lignes des recettes que vous avez. Et vous avez 178 994 € qui correspondent, comme pour la section de fonctionnement, à des recettes supplémentaires fiscales que nous avons pu recevoir au travers de la notification de l'État qui est arrivée évidemment après l'adoption du budget. Voilà pour le détail de cette décision modificative. Y a-t-il des questions sur cette décision? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? À Nous ne l'unanimité. participerons pas au vote. Alors, pour l'ensemble du groupe... Non mais... Oui, des fois, vous avez voté différemment. Je préfère m'assurer que tout le monde vote là-dessus. Vous savez, je suis un démocrate. Donc, l'ensemble du groupe Talents sans transition et donc par voie de conséquence, Madame Kellier s'abstiennent. Ne prennent pas part au vote, pardon.
Provision pour créances douteuses. Alors, le code du CGCT prévoit que nous soyons amenés à inscrire des sommes pour des provisions concernant des créances douteuses. Et donc, pour faire très très simple, nous vous proposons ici la grille de dépréciation de cette provision annuelle que vous avez dans la délibération, où on inscrira des sommes en fonction de ça jusqu'à arriver à extinction dans le cas où ces créances ne seraient pas récupérées. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des votes, Madame Ramy, je vous en prie? Donc nous ne prenons pas part au vote. D'accord, non plus. Pour l'ensemble du groupe? À l'unanimité. Très bien. Taxe foncière sur les propriétés bâties, limitation de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Nous sommes dans les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation, puisque vous savez que les taxes foncières étaient en partie prélevées par le département, en partie par la ville. Nous avions un système de contribution qui était différent en fonction du département et de la ville. Et donc la loi de finances 2020 a prévu cet exercice, et notamment cette délibération, pour pouvoir se repositionner sur ces différents taux d'imposition. Dans cette délibération, nous vous proposons d'en revenir à ce qui était prévu précédemment par une décision qui datait de 2000. Donc on ne change rien. Mon cher collègue, je vous en prie. Le micro arrive. Voilà, merci. Voilà. Je voulais juste, pour les nouveaux que nous sommes, on parle de 40%, mais en fait, pourquoi 40, pourquoi pas 60, pourquoi... Vous pouvez un peu nous expliquer pour mieux comprendre, s'il vous plaît? Alors, la loi nous permet de fixer une exonération totale entre 40 et 100%. Nous avons fait le choix de conserver l'exonération la plus basse, à savoir 40%. En fait, c'est la loi, rien que la loi, tout simplement. Voilà. Oui. Est-ce qu'il serait possible d'avoir vos tableaux financiers qui permettent de visualiser l'impact de cette délibération? Parce qu'honnêtement, c'est un petit peu obscur de notre côté. On ne voit pas trop l'impact que ça peut avoir sur les finances. Et puis on s'est posé également la question de savoir que cette taxe, elle peut être conditionnée. Pourquoi elle ne serait pas conditionnée à certains indicateurs qui pourraient être la qualité de l'habitat ou la performance énergétique? Donc c'est une question. Donc on ne sait pas. Vous avez choisi le seuil le plus bas, ok, très bien. Mais ça serait intéressant d'avoir l'impact financier sur les finances, et deux, est-ce que ça serait pas intéressant de conditionner par rapport à des indicateurs de performance ou de qualité? Alors d'abord, je ne pense pas que la loi le permette. Ensuite, on est bien en train de parler des nouvelles constructions à venir qui, jusqu'à présent, permettaient d'avoir une exonération potentielle. Là, nous décidons de mettre ces exonérations au pourcentage le plus bas, parce que derrière, nous avons un programme d'investissement à financer et qu'il faut pouvoir avoir des recettes. Donc, votre tableau, je veux bien qu'on en parle, mais je ne comprends pas ce que vous en attendez, parce que je ne vois pas comment le formuler. Il y a une possibilité d'exonération pendant 2 ans de cette taxe foncière dès lors qu'on livre une construction. Nous faisons le choix de l'exonérer au pourcentage le plus bas qui nous est permis. Mais pour répondre à votre question... Ce qui était exactement la même chose avant la réforme. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réforme a un petit peu changé la charge de la preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on revient tout simplement... la loi nous permet en fait de venir... Je crois que nous avons été coupés dans la transmission visuelle entre nous, mes chers collègues. La loi nous permet en fait tout simplement de revenir à la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on prend une décision qui est strictement conforme à celle que l'on connaît aujourd'hui. La seule chose, c'est que la loi permet d'aller plus loin que ça. Donc l'impact pour les finances publiques, pour répondre à votre question, évidemment... toute somme égale par ailleurs, c'est un impact qui est neutre, c'est-à-dire exactement ce que l'on conçoit aujourd'hui, ni plus ni moins. Voilà. Évidemment, si on avait monté cette exonération, on aurait eu un impact négatif pour nos finances publiques. Là, en fait, on choisit le statu quo, voilà, tel que le prévoit la loi. Mais vous savez, il y a beaucoup de lois qui sont passées en se disant, avant, c'était automatique et la commune pouvait voter quelque chose de différent, et là maintenant, c'est quelque chose qui est différent et la commune doit voter
pour se différencier de la différence. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais grosso modo, c'est statu quo. Voilà. Article 1, article 2, le directeur général est chargé d'exécuter. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est clair. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. À l'unanimité. Merci. Dotation de solidarité urbaine, rapport sur les actions de développement social urbain en 2020. Très simplement, donc, nous avons bénéficié pour 2020 d'une dotation de 2 440 973 pour l'intégralité des actions que nous menons dans les quartiers prioritaires. Vous avez le détail sur les différentes opérations liées au quartier. Et pour votre information, cette somme a augmenté d'à peu près un peu moins de 80 000 euros par rapport à la somme que nous avions perçue en 2019. Y a-t-il des... Madame Grélard. Merci. Alors, pour la Xème année, j'aurais aimé, sans en faire une demande particulière en avance, avoir, peut-être pas un détail exhaustif, mais en tous les cas, une répartition dans chacun des axes de ce développement social des dépenses. Par exemple, les interventions politiques de la ville, elles sont multiples, avoir un petit détail. Idem sur les subventions aux associations, etc. Il serait peut-être bien que, de manière ordinaire, sans qu'on ait besoin de faire des demandes spécifiques, on puisse avoir dans la délibération un accompagnement de documents. Merci. Bon, d'abord, vous aurez noté, ma chère collègue, qu'on vous donne beaucoup de choses et on donne accès à tous vos souhaits, quasiment. Quasiment. C'est vrai, vous l'aviez déjà demandé, on vous fera passer le tableau qui détaille. Alors après, il faudra savoir exactement si jamais c'est le niveau, mais on vous fera passer effectivement le détail. Moi, j'ai un détail, par exemple, sur les travaux sur les bâtiments publics qui est un peu plus construit que tout cela. Donc, par exemple, sur le 1 967 000, juste pour votre information, il y a déjà 1,2 million sur le stade nautique qui est juste à côté. Donc, voilà. Donc on vous fera passer ça là-dessus. Mais il faut bien vous laisser des choses chaque année pour me dire je l'avais déjà demandé, parce que sinon vous allez nous dire tout est parfait, monsieur le maire, n'en jetez plus. Je prends le risque, on ne sait jamais. N'ayez crainte, monsieur le maire, tout est toujours perfectible. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a des votes Non, je crois que vous prenez acte, donc il n'y a pas de vote à avoir. Rapporteur Madame Rondeau, adjointe déléguée à l'environnement, au développement durable et espaces verts. Adhésion au groupe de commande valorisation des biodéchets. Approbation, signature. Monsieur le maire, chers collègues, donc permettez-moi de contextualiser un peu plus en détail cette délibération. On entre ici donc dans le cadre de la loi du 10 février 2010, dite loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Cette loi vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une économie circulaire. La loi se fixe comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire. C'est ma collègue Madame Ledelot qui vous parlera de ça en fin de séance, mais elle fixe également des prescriptions relatives à l'interdiction de mise en décharge des biodéchets. Donc, vous savez que ces biodéchets, lorsqu'ils sont mis en décharge ou en incinération, sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'à l'inverse, la valorisation organique permet de transformer ces matières organiques brutes en une matière valorisable. Donc, depuis 2012, il existe une réglementation spécifique sur les biodéchets produits par les professionnels qui les oblige à trier à la source leurs biodéchets au-delà d'une certaine quantité de déchets générés. Les seuils ont été dégressifs de 2012 à 2016 pour atteindre en 2016 10 tonnes de biodéchets par an. En 2023, ce seuil réglementaire sera de nouveau abaissé à 5 tonnes. Et puis en 2024, la collecte séparée deviendra obligatoire pour tous et quel que soit le volume produit. Cette réglementation, donc en 2023, va s'appliquer à l'ensemble des établissements de Talence qui servent des repas depuis la cuisine centrale. Donc, ce sont 23 établissements qui sont concernés avec en moyenne 2 à 3 tonnes par an de biodéchets produits par établissement. Donc, nous avons engagé des réflexions à l'échelle communale depuis de longs mois. Et puis, depuis un an, nous avons engagé des échanges avec Bordeaux, avec les services de la métropole,
Donc j'en profite, si vous le permettez, Monsieur le maire, pour saluer tout le travail conséquent qui a été réalisé sur ce projet par les agents de la ville de Talence et de la métropole. On en arrive donc spécifiquement à cette délibération. Donc, avec Bordeaux Métropole a proposé la création d'un groupement de commandes sur la valorisation de ces biodéchets. Après de multiples échanges, recherches, sourcing, etc., il nous a semblé opportun de rejoindre ce groupement de commandes. Pour nous, il y a 5 intérêts majeurs à adhérer à ce groupement. C'est une politique commune sur la métropole concernant cette gestion des biodéchets. Bien sûr, donc la nécessité de se conformer à la loi du 10 février 2020. De partager l'ingénierie technique, juridique, d'achat qui soit coordonnée par Bordeaux Métropole. Donc après expression du besoin de chacune des communes qui rejoint ce groupement. La possibilité aussi de réaliser des économies d'échelle, donc par l'effet volume et par l'intérêt des fournisseurs pour un tel groupement. Et puis la réalisation des gains administratifs. Donc il y a plusieurs collectivités, vous avez la liste, je vais pas la reprendre ici. Ce groupement de commandes, il comprendra donc les prestations de collecte, de transport et de valorisation des biodéchets. Qui pourra entraîner plusieurs marchés ou plusieurs accords cadres. Donc, actuellement, il y a 4 lots qui ont été identifiés. Pareil, vous avez la liste, mais un lot concernant des biodigesteurs, un lot concernant le collecte, les transports avec des critères d'insertion sociale notamment, un lot spécifique pour les sites producteurs de moins de 2 tonnes, et puis un lot concernant le développement d'unités de valorisation de proximité mutualisées. Donc à ce titre, Bordeaux Métropole procédera à l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs contractants, ainsi qu'à la signature et à la notification des marchés et accords cadres. L'exécution sera par ailleurs assurée par chaque membre du groupement. Les modalités donc précises d'organisation et de fonctionnement sont jointes à la présente délibération. Vous avez pu les consulter. Et donc je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à adresser à ce groupement de commandes et à signer la convention constitutive du groupement de commandes. Merci, ma chère collègue, pour cette présentation complète, de façon très sérieuse, sur l'écologie à Talence, pour cette thématique. Est-ce qu'il y a des remarques, des applaudissements nourris? Je tente, je tente, mais ou pas. Ah, je vous sens tenté, Madame Rami, d'applaudir. Non, non. Mais vous me tendez la perche. Moi, j'ai dit, j'ai envie d'applaudir la métropole. Madame Landon l'a souligné. Vous y arriverez, je vous assure, vous y arriverez. Non, mais c'était juste une proposition. Hein. Vous savez, on est source de propositions. Hein. La métropole dispose, mais les villes peuvent ou pas prendre. Donc, vous pouvez applaudir la ville de Talence de prendre, au contraire. Bien, j'y reviendrai, je ne vous inquiétez pas. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Je n'en vois pas. Monsieur Giron, adjoint délégué à la santé. Approbation de la convention de partenariat pour la promotion du don du sang bénévole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je vous propose d'approuver la signature de cette convention. Un élément de contexte... Pour celle-ci aussi, on accueille depuis plusieurs années des collectes de sang sur le territoire. Ça marche bien puisque en moyenne sur les villes, les donneurs sont environ 4% de la population, à Talence 4,3%. Et en même temps, je vous rappelle des éléments très récents de contexte qui peuvent tendre les besoins de l'établissement français du sang, le Covid, qui a empêché les personnes d'accéder facilement à la collecte, et même si l'EFS a toujours ouvert ses portes, et d'autre part les pratiques des dons qui évoluent. Au regard de ces 2 points, des éléments de contexte plus généraux, je propose de renforcer et de développer les moyens et les actions pour le don du sang que vous pourrez constater, lire dans cette convention, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup, mon cher collègue, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Un vote à l'unanimité, je suppose. Je vous en remercie.
Rapporteur Monsieur Herchouk, adjoint président du conseil communal 4, le Bijou, Compostelle, Rabat, Thouars, dénomination du jardin public implanté dans le quartier de Rabat. Oui, encore les femmes encore à l'honneur. Si on en parle après Rosa Parks, le parc Colette à Rabat, il s'agissait là de donner un nom à ce parc, étant donné que les rues qui jouxtent les noms, qui jouxtent ce parc portent des noms en majorité masculine. Il a été décidé de donner un nom d'écrivaine sur ce parc, et le nom de Colette est ressorti avec un plus grand nombre, ayant reçu un plus grand nombre de suffrages. Un nouveau lieu avec un nom de femme. Ceci me rappelle des vieux débats. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais vous dire que la participation s'était faite sur forme papier ou Internet, et que donc Colette est arrivée très largement en tête devant Madame Simone de Beauvoir, Georges Sand, Madame Dolto, puis même plus que ça, Duras, Yourcenar, Floratistan, Hélène Bressette, Claude Lebrun, Wangari Maathai, Philadelphe de Gerd, Assia Djebard de Gerd, et l'Escale, mention spéciale pour la personne qui nous a proposé Rabat-Joie, qui n'a pas été retenue faute de scrutin. Mais je me devais de donner tous les résultats. Voilà, le parc Colette, qui fera l'objet d'une inauguration en bonne et due forme si jamais nous votons cela ce soir. Y a-t-il des remarques, des applaudissements? Toujours pas. Eh bien, à l'unanimité, je vous en remercie. Rapporteur Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée aux ressources humaines et à la qualité de vie au travail. Modification de la liste des logements de fonction. Oui, mes chers collègues, tout est dit dans l'objet de la délibération. Il s'agit juste de la modification de la liste des logements de fonction suite à un agent qui ne souhaite plus réaliser ses missions de sécurité. Y a-t-il des questions? Madame de Marco, Madame Ramy. Oui, je pense que ce logement, c'était le logement qui appartenait à Madame Trière, sa succession. Non, c'est pas celui-ci. Donc... C'est celui-là, madame, ma chère collègue. Si. C'est votre collègue qui fait non de la tête, mais moi je vous dis oui, en fait. Oui. Donc, oui. Bon, du coup, qu'en est-il si ça sera toujours un logement de fonction, ou alors une question qu'on le vende ou qu'on le loue? Alors, ce ne sera plus un logement de fonction. Ouais. Sinon on ne voterait pas. Et donc, en fonction d'eux, on viendra informer sur la destination de ce projet. Voilà, pour l'instant, en tout cas, on le retire de la liste. Ah mais non, parce que vous comprenez, votre réponse dépend aussi de notre vote. Donc, vous ne savez pas, mais hop. Mais, oui, mais... On vous demande si jamais c'est un logement de fonction ou pas. Je vous dis non, ce ne sera pas un logement de fonction. Voilà, pardonnez-moi de ne pas connaître tous les éléments de tout ce qui va se passer durant les 5 années à venir, ou 4,5 là-dessus. Donc, mais comme vous l'avez fait remarquer, je vous rappelle que la ville de Talence a beaucoup plus acquis qu'elle n'a vendu, si telle était votre question. Vous vouliez parler, non, je dis ça, c'est dommage de laisser donc un logement vacant, quoi qu'il en soit. Donc vous devez avoir... Enfin, excusez-moi, monsieur le maire, mais ça m'étonne de vous si vous n'avez pas une idée déjà du devenir de ce 20 rue Armand-Leroy. Ça, c'est impossible. Je vais garder la première partie de votre phrase, ça m'étonne de vous. Vous devez bien avoir une idée. Et je vous en remercie. Des idées, j'en ai plein, ma chère collègue. Mais et si jamais... Vous nous en cachez beaucoup. Pardon? Oui, non, mais j'ai dit, vous nous en cachez beaucoup, puisque on va avoir la surprise. Bon, allez, voulez-vous que je vous rappelle tout ce que vous nous avez caché, Madame de Marco? Juste, aujourd'hui, si jamais je devais vous dire ce logement ira à telle ou telle chose, je vous le dirais. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire, on ne déclasse pas juste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Je vous rappelle aussi que les logements de fonction sont rattachés à des missions, à des fonctions. Je rappelle qu'on en a créé, si vous vous souvenez bien, par exemple, on a créé, je crois que le plus récent, je crois que c'est celui du Château des Arts. Et donc, on fonctionne avec à peu près toujours le même nombre de personnes. Mais si il devait y avoir une autre destination à ce foncier, eh bien, nous vous en parlerons. Voilà. Alors, pardon ?
Il est vendable? Mais vous pouvez l'acheter toujours, en tout cas, s'il est vendable. Alors, ah non, vous pouvez pas acheter. Même quelqu'un qui est dans le Médoc. Allez, donc votre vote, parce que votre succès est insoutenable, ma chère collègue. Abstention. Pardon, vous abstenez. Pour l'ensemble du groupe toujours? L'ensemble du groupe. Très bien. Rémunération du poste de directrice des ressources humaines. Oui, il s'agit ici d'une simple régularisation. En effet, la quasi-totalité des chefs de service et du nombre d'adjoints de service bénéficient de ces NBI de 25 points, quel que soit le nombre d'agents encadrés. Cette régularisation ne sera pas rétroactive. Voilà, on met la directrice au même niveau que l'ensemble de ses collègues. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des abstentions, des votes contre? À l'unanimité, je vous remercie. Reconduction d'un poste d'adjoint d'animation multimédia à la médiathèque. Donc, il s'agit ici de renouveler ce contrat que nous avions créé en septembre 2020. Donc, le contrat se renouvelle pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 31 août 2022, pour suivre la durée de disponibilité de l'agent absent. Je ne vois pas de questions, pas d'abstention, vote contre, à l'unanimité. Merci. Création de postes au tableau des effectifs 2021. Oui, nous avons des recrutements sur ce grade, accessible sans concours, et suite à certaines nominations, en qualité de stagiaire, nous n'en avons plus dans ce tableau. Il faut donc le mettre à jour. Pas de questions, pas... Ah si, Madame Ramy, je vous en prie. Depuis le début du mandat, on a beaucoup de délibérations qui concernent des créations de postes. Donc, on a un petit peu de mal à compiler tout ça. Donc, on vous fait la demande officielle de pouvoir disposer d'un tableau récapitulatif de l'ensemble des recrutements qui ont été effectués depuis le début du mandat. C'est noté. Sachez que vous avez également la possibilité, en dehors du conseil municipal, de contacter directement le service des ressources humaines qui seront à même de répondre à vos interrogations. Mais tout à fait, mais on préférait en conseil municipal faire une demande officielle pour pouvoir avoir une réponse positive quand nous allions contacter les services techniques. Alors je vous rappelle, mes chers collègues, puisque vous êtes une élue expérimentée maintenant, que l'ensemble des postes sont précisés par service et par secteur dans le cadre du budget que vous votez. Et donc, vous pourrez donc avoir, lors du budget, avec un élément comparatif et l'évolution de tout cela. Donc, vous pourrez avoir cette liste-là. En fait, elle est déjà prévue dans le budget. Donc, je vous propose de ne pas faire retravailler les services sur des additions qu'on pourra faire avec les évolutions d'une année sur l'autre sur le budget. En plus, d'année, enfin de septembre en septembre, ça n'a pas grande importance. Autant le regarder d'année calendaire en année calendaire. Donc, vous aurez tous ces éléments dans le cadre du budget 2022. Après, je souhaitais quand même relever ce que vous venez de dire quand vous dites que vous vouliez que la question soit posée au conseil municipal pour être certain d'avoir une réponse positive. Je ne pense pas que le service des ressources humaines se permettrait de vous répondre négativement sur n'importe quel sujet que vous souhaiteriez aborder avec eux. Oui, mais je l'entends bien et j'espère bien, mais c'était par pure correction. C'est tout. Enfin, je vous ai donc donné la réponse. Oui, effectivement. Le budget 2022 mais comprendra toute la réponse à vos questions. Voilà, mais peut-être qu'on va demander un petit peu avant pour avoir une réponse un petit peu avant d'attendre le budget, si c'est possible. On verra. Non, mais j'entends la pertinence de votre demande. La seule chose, c'est que je trouve que les données ne sont pertinentes que quand on compare les choses toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à partir d'une date donnée. Il peut se passer des choses aujourd'hui entre le 1er septembre. On sait qu'en plus, on a d'énormes variations, par exemple, sur le nombre de personnes que l'on emploie, notamment lorsqu'arrive la rentrée scolaire. Donc moi, ce que je vous propose, dans le cadre du budget, c'est d'avoir ça. Puis si vous avez des questions précises sur certaines évolutions, à ce moment-là, on le fera. Et peut-être si vous avez une question sur telle ou telle catégorie ou l'augmentation sur 5 ans, à ce moment-là, on le fera. Mais c'était juste pour ne pas demander au service un nouveau comparatif, alors que dans 3 mois, vous l'aurez. Et je vous donne une information, j'espère. Et j'ai demandé à ce que le vote du budget intervienne de façon très en amont cette année, de manière à ce qu'on puisse revenir sur un calendrier normal. Et Madame Hiriart demande la parole. Je crois que ça va être sur la suite. Tous les mois, on reçoit le bulletin RH Info, je crois que ça s'appelle, sur lesquels, en en-tête, il y a à la fois les arrivées et les départs.
Donc on peut suivre au fil du temps, mois après mois, l'ensemble des arrivées, l'ensemble des départs par service, et y compris ville et CCAS. Voilà, ce qui permet de ne pas atteindre le budget. Merci. Bon, les attentes sont comblées. Des éléments comparatifs, des éléments chaque mois. Vous voyez, madame, ma chère collègue, on avait déjà appréhendé. Merci Dominique de nous l'avoir rappelé. Mais voilà, mais en tout cas, s'il devait d'avoir des analyses, on va dire, plus poussées ou plus annuelles, dans ces cas-là, on le demandera. D'accord ? Alors, je ne pense pas que ça pose de problématique, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Rémunération du responsable de la régie propreté et transport. Oui, suite au départ à la retraite d'un agent de notre collectivité, un recrutement a été réalisé au centre technique municipal. En l'absence de candidat fonctionnaire, un contractuel a été retenu. Et donc, il faut que nous votions cette rémunération. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Rapporteur Monsieur Fargue, adjoint délégué au sport, qui est représenté par Jean-François Larose. Convention relative à l'enseignement de la natation scolaire. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, convention relative à l'enseignement de la natation scolaire. Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation physique et sportive. La convention en date du 18 septembre 2018 fixant les conditions d'enseignement de la natation au stade Henri Deschamps est arrivée à son terme à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Le stade nautique Henri Deschamps étant actuellement fermé pour travaux, il n'est plus possible d'y effectuer cet apprentissage. Aussi, une convention a été conclue avec Villeneuve-d'Ornon afin de louer les lignes d'eau de sa piscine pour pouvoir y dispenser les enseignements de natation scolaire. À ce titre, une nouvelle convention définissant les nouvelles modalités a été élaborée avec l'Éducation nationale. Il vous est par conséquent proposé, 1, d'approuver les termes de la convention jointe, 2, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention. Je voudrais vraiment remercier notre collègue de Villeneuve-d'Ornon pour sa collaboration, Patrick Pujol, et son adjointe au sport, madame Martine Girard, sur cette initiative, le temps effectivement que les travaux du stade nautique soit terminé. Je voudrais vous donner un point. D'abord, sur la première page de la convention, vous aurez noté que Salaberry n'a pris qu'un R, mais je suis sûr que ça sera rectifié, puisque Salaberry prend 2 R, et que nous avions 80 places disponibles, et que j'ai su ce soir, j'ai posé la question, que les 80 places, donc, notamment pour les talents C, étaient d'ores et déjà réservées. Donc ça veut dire que cette initiative, très concrètement, elle fonctionne, et donc même si jamais c'est pas, on ne peut pas accueillir tout le monde, ça veut dire que c'est vraiment une belle passerelle avec Villeneuve-d'Ornon, et nous nous souviendrons de l'aide que nous apporte Villeneuve pour nos installations. Voilà. Alors, je ne vois pas de commentaires. Eh bien, à l'unanimité, je vous en remercie. Rapporteur Mme Madrid, adjointe déléguée aux solidarités à la petite enfance, donc moi-même. Convention de partenariat entre la ville de Talence et l'association Unicité pour l'année 2021-2022. Ça fait plus de 10 ans, ou presque 10 ans, en tout cas, que Talence est engagé à encourager les jeunes en leur proposant des missions au sein du CCS ou de la ville de Talence. Par exemple, 4 jeunes sont positionnés sur nos résidences Bel Air et mon village avec un succès notoire. Ils sont réclamés, on les attend là pour la prochaine fois, ça sera pour le mois de novembre, on espère. Ils interviennent aussi sur le numérique. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de réinterroger ces missions et de mettre 2 jeunes sur le numérique et 2 autres sur les cafés participatifs. Le café des parents, le café du Dôme, etc. etc. Parce qu'on pense aussi que ça donne des missions qui sont vraiment intéressantes pour eux. L'idée, c'est aussi de leur proposer, de les remettre, donner des perspectives de formation ou d'emploi. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Petite précision, la mairie et le CCS ont aussi demandé des agréments pour pouvoir eux-mêmes recruter et proposer des missions à des jeunes en service civique. Merci, ma chère collègue. Madame Ramy, vous avez la parole. Donc on tient à souligner le très bon travail qui a été fait par Unicité. Seulement, j'avais une petite remarque au niveau de la terminologie de la convention.
Si vous prenez l'article 2, sur la deuxième page, il y a écrit « Favoriser le lien social entre les personnes qui fréquentent les cafés participatifs du territoire », entre parenthèses « Café citoyen du Dôme » ou « Café Papote ». À ma connaissance, il me semble qu'il y a d'autres cafés participatifs sur le territoire talancé, dont la laiterie, mais il y en a d'autres. Donc j'aurais voulu savoir si ces autres cafés associatifs étaient également concernés par ce projet-là. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il y a, c'est que ça correspond à des besoins. Le café Papote, vous le connaissez, c'est pour les étudiants. On devrait le reprendre. On trouve que c'est intéressant que ce soit des jeunes qui aillent au-devant, des jeunes et qui aident la Fédération Athéna. Pour le café du Dôme, c'est aussi beaucoup de bénévoles qui viennent. On voudrait que les jeunes, proposer aux jeunes avec unicité de s'intégrer dans ce dispositif-là. Bien sûr, il y a d'autres cafés. On verra en fait avec unicité comment est-ce qu'on poursuit, comment on les fait, qu'on les intègre dans ces missions-là. Ça dépendant des moyens humains, tout simplement. Si jamais le café citoyen du Dôme prend beaucoup, évidemment, ça sera moins pour les autres. Pas d'autres questions? Non. Si, pardon. Je vous en prie. J'avais une question de la part de Madame Kellier, à savoir si les deux cafés qui ont été cités, mais je pense que vous avez quand même répondu à la question, avaient été concertés en amont. Je pense que vous m'avez répondu oui. Voilà. Rassurez, Madame Kelly. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. À l'unanimité, merci. Rapporteur Monsieur Bonin, conseiller municipal délégué au plan Lumière, au suivi des chantiers de la ville. Modification des statuts du SDEEG. Oui, chers collègues, je pense qu'il n'est peut-être pas utile que je m'appesantisse sur cette délibération puisque tout est dit. Avec en premier, effectivement, le changement de dénomination de ce syndicat qui devient syndicat départemental d'énergie et d'environnement de la Gironde. Je ne sais pas si vous avez besoin d'autres précisions. C'est une reconduction avec une modification statutaire. Je ne pense pas qu'il de même d'ailleurs que la délibération suivante, qui est la reconduction de la convention que nous avons avec le SDEG, qui avait été établie pour 9 ans auparavant, qui se termine à la fin de cette année et que nous souhaitons reconduire pour une période de 3 ans. Mon cher collègue qui veut faire les deux délibérations d'un coup. Conseil municipal express, bonsoir. Mais je crois que tout le monde est favorable à cette demande. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, de regrouper les votes ou les questions, en tout cas sur la 20 et sur la 21, puisqu'effectivement on est sur le même champ d'action. Est-ce qu'il y a des... Et effectivement, on me dit qu'il y a le rapport d'activité à en prendre en compte que vous avez dans la délibération. Pas de remarques, nous ne prenons pas part au vote sur ces deux délibérations. À l'unanimité de votre groupe? À l'unanimité. Très bien. Donc à l'unanimité, tout court. Rapporteur Madame Ludelot, conseillère municipale déléguée aux politiques de réduction des déchets. Convention de partenariat avec Bordeaux Métropole pour la mise en place d'une action de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, dans les restaurants scolaires. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Alors, je vais prendre la suite de Sophie Rondeau qui nous a traité comment traiter les biodéchets dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, on sait que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. En France, en moyenne, on a entre 30 et 40% de la nourriture livrée à la cantine qui finit à la poubelle. Pour diminuer cette quantité, Bordeaux Métropole développe une action d'accompagnement auprès des communes. Talent s'inscrit entièrement sur cette volonté de lutte contre le gaspillage alimentaire. Les objectifs du projet sont de connaître les quantités et les causes du gaspillage alimentaire, d'amener un changement d'habitude de consommation alimentaire, de sensibiliser l'ensemble de la communauté scolaire et effectivement de diminuer les quantités gaspillées, les quantités jetées. C'est un accompagnement méthodique basé sur plusieurs modules avec un triptyque formation, pesée, action. Le diagnostic de départ pour caractériser les déchets produits et évaluer les pratiques. Les données pour établir des préconisations, la mise en place d'actions
afin de réduire le gaspillage alimentaire. Un bilan de fin de projet pour analyser l'évolution et établir la possibilité d'étendre à d'autres écoles. Pour ce projet, l'école Georges Lasserre a été retenue comme école pilote. Il est proposé de formaliser ce partenariat dans une convention qui précise les modalités de partenariat entre la commune de Talence et Bordeaux Métropole dans le cadre de la mise en œuvre de l'accompagnement de la commune au dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurations scolaires et de son territoire. Il vous est demandé par conséquent de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention avec Bordeaux Métropole pour développer les actions de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. Merci. Ma chère collègue, avant de vous laisser la parole là-dessus, je voudrais dire qu'on cherche à réduire. Quand on voit les chiffres qu'a énoncé Madame Ludlow, c'est assez éloquent, mais j'aurais quand même déjà félicité, indépendamment du partenariat que l'on va signer, de l'effort qui a été fait depuis de très nombreuses années sur la collectivité de Talence, puisque aujourd'hui on est à peu près à 115 grammes jetés par personne au niveau français, et qu'à Talence on est déjà à 100 grammes. C'est évidemment trop, mais ça veut dire qu'on est capable, sur une thématique donnée, d'être déjà plus vertueux que la moyenne, et donc on va aller chercher à aller plus loin pour que, peut-être pas tendre vers zéro, je ne pense pas que ça soit un jour possible, mais en tout cas de réduire significativement ces déchets. Donc, mais je vais vous le dire que même si c'est une convention pour aller plus loin et qu'il y avait des choses qui avaient d'ores et déjà été faites. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Ramy. Et après, Monsieur Bambois. Oui. Donc, bien sûr, je tenais à saluer l'effort fait par Talence et en second, applaudir Bordeaux Métropole. Vous y arrivez, vous voyez, c'est incroyable. Je le place. Je m'étais fixé 4 ans, je n'ose imaginer qu'au bout d'une heure. Après, la question, c'est vous avez fait le choix de Georges Lasserre en école pilote. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous avez fait des rencontres avec les différentes écoles et pourquoi il vous a semblé que Georges Lasserre était la plus adaptée? Alors, Georges Lasserre a été retenu pour ses équipements, la configuration de la cantine et les équipes et son emplacement. Monsieur Benoît. En fait, ma question était à peu près la même, parce que est-ce qu'on peut considérer, si vous voulez, que cette école peut représenter l'ensemble des écoles de Talence en fonction de la population concernée? Donc, si effectivement c'est pertinent, il n'y a aucun souci. Voilà, on voulait simplement savoir pourquoi cette école plus qu'une autre. Voilà, merci. Peut-être pour compléter avant que peut-être Jenny conclue sur Patrick Duhart. Oui, l'école Georges Lasserre, on en avait parlé. Bon, simplement parce que c'est une grosse école, donc c'est plus significatif que si on fait ça à Picasso ou à Jaurès, ça n'a pas de sens. C'est une grosse école, et comme le disait notre collègue, les deux offices se communiquent. Donc il est possible d'intervenir sur les deux, c'est beaucoup plus pratique que des écoles où les offices sont distants. C'est la raison principale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Grélard, je vous en prie, vous avez la parole. Merci. Alors, des questions peut-être aussi terre à terre. Pour avoir, dans mes fonctions précédentes, beaucoup travaillé sur le sujet, mon expérience a montré que lorsque ce sujet-là n'était pas travaillé avec l'ensemble de l'équipe éducative et les familles, c'est-à-dire c'est aussi l'éducation à quelle portion prend par rapport à son appétit, quitte à redemander, donc moins jeter. Enfin, voilà, c'est tout un environnement. Donc, je voudrais savoir si le projet de l'école contient le projet autour de la lutte contre les déchets alimentaires. Madame Ludlow. Alors aujourd'hui, c'est une vision effectivement d'ensemble qu'il faut avoir, sensibiliser l'ensemble de la communauté scolaire et ici pris dans ce projet. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une volonté de la mairie de développer de plus en plus d'éléments qui permettent à l'ensemble des familles d'avoir l'information pour réduire le gaspillage alimentaire dans son ensemble. Donc, il s'agit, pour répondre et pour compléter la réponse, effectivement d'un projet qui va être porté par l'ensemble de l'équipe pédagogique.
par rapport à cette réduction des déchets. Nous avons 2 parlementaires aussi. Vous disiez, ma chère collègue, la petite fin et la grande fin. Il faudrait qu'à un moment ou un autre, les éléments normatifs de ce qui est servi puissent être plus souples. Puisque je rappelle qu'on a des quantités minimales à servir. Pendant la semaine du goût, on arrive à faire... Pardon ? Non, je vous en prie. On arrive, pendant la semaine du goût, par exemple, ou la semaine de réduction des déchets, à pouvoir exceptionnellement mettre en œuvre des petites fins et grandes fins. Et on voit déjà que le meilleur des déchets, finalement, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, que ça fonctionne. Mais que dans le cadre de toutes les normes qui pèsent sur nous, il faut aussi servir par enfant telle typologie, tel grammage. Et c'est toujours un peu dommage parce qu'il n'y a pas un enfant qui se compare à un autre du fait de sa croissance. Et en fait, il faudrait aussi que d'un point de vue des normes qui nous encadrent, on puisse être plus souple et de faire confiance une nouvelle fois aux municipalités, quelle que soit leur obédience, j'allais dire, de manière à ce qu'on puisse tout simplement coller plus à une réalité de l'enfant, un jour donné, avec un âge donné, plutôt qu'un grammage minimum à servir, dont on sait souvent, notamment sur certains plats d'ailleurs, que beaucoup ne va pas être consommé. Par ailleurs, on a continué le partenariat, c'est dans quelle mesure ce qui est produit et non consommé, et qui est bien sûr présente toutes les normes de sécurité sanitaire, pourrait être donné. On sait toute la difficulté qu'il y a, je me souviens, je ne sais pas si la directrice générale du CCS, normalement elle est par là, quand on voit le frigo solidaire, à quel point pour mettre en œuvre un frigo avec un cahier qui dit aux personnes écrivez ce que vous avez pris, etc. Évidemment, on protège la sécurité alimentaire et c'est parfaitement louable. Mais à force de mettre trop de barrières et trop de normes, on arrive au fait que c'est quasiment impossible aux mairies que quelque chose qui est produit, qui est sain, soit donné à une association caritative alors qu'on a des gens qui ont faim. Et je pense qu'il faut vraiment que les lois nous permettent de préserver toujours la sécurité alimentaire, notamment des plus précaires, mais permettent aussi de faire ça. Toujours est-il que, comme ça avait été le cas, je sais que c'est Alain Casabonne qui l'avait mis en œuvre, par exemple, quand on fait de la soupe, on fait toujours, par exemple, deux soupes supplémentaires pour le Secours Pop et pour les Restos du Cœur. Donc on le fait au début, mais on ne le fait pas à la fin parce qu'on n'a pas le droit de le faire à la fin. Donc il faudrait aussi qu'on réfléchisse collectivement aux normes qui encadrent cette activité pour nous permettre, encore une fois, pas les déchets qui ont été produits, mais ce qui a été produit, qui n'a pas été servi, c'est quand même un peu dommage qu'on ne puisse pas le réutiliser sous réserve d'avoir un procès intenté pour là-dessus. Voilà. Donc, et un dernier mot pour M. Duhart. Concernant le projet pédagogique, nous allons travailler avec la conseillère pédagogique de la circonscription. Alors, sur le thème du développement durable, ça concernera toutes les écoles. Je pense que ça rentrera dans ce travail. Donc voilà, on va sensibiliser également les équipes enseignantes à ce projet et à ce travail. Voilà pour la réponse. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Je n'en vois pas. Je voudrais, à la lumière de cette délibération, vous informer, vous le verrez apparaître normalement sur le tableau pluriannuel, que conformément à nos engagements, alors d'abord nous vous donnerons à la fin de l'année, justement, le pourcentage de bio servi par les cantines, et vous verrez qu'un engagement de mandat est quasiment tenu dès la première année de ce mandat. Et donc, on pourra applaudir une nouvelle fois la ville de Talence et ses équipes. Surtout que l'on va lancer une réflexion. On s'est adossé, donc on a un cahier des charges qui a été lancé pour trouver un prestataire pour nous aider à réfléchir sur une grande réflexion sur notre restauration. Aujourd'hui, notre restauration, elle fonctionne. Elle a été réalisée il y a quelques années de cela, donc avec un nombre de repas qui reste stable, voire même un peu en diminution sur les dernières années, mais qui reste relativement conséquent à la lumière de ce qu'ont fait d'autres villes. On va avoir une réflexion sur l'évolution que pourraient avoir les cuisines et donc sur les différents modes possibles et sur les souhaits de manière justement à s'interroger sur les repas, nos liaisons froides, chaudes, etc., etc. Et donc la qualité de ce service un peu particulier finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de services publics qui ont près de, je crois même que c'est le seul, 3000 personnes par jour, près de 3000 personnes par jour qui le consomment à la ville. C'est le service public le plus demandé. Et donc, ça mérite à tout le moins une grande réflexion à laquelle, évidemment, vous serez associés. Mais je voulais, ce soir, avant toute autre personne, vous informer du début de cette réflexion qui nous amènera sûrement sur le terme du mandat et sur lequel vous serez évidemment associés.
il n'y a pas de questions orales, la politique menée par Talence n'en nécessitant pas, ou les vacances ayant été trop courtes, aux yeux de certains, peut-être. Je vais vous donner donc la date du prochain conseil municipal avec une date facile à retenir. Il aura lieu donc dans un lieu que je vous confirmerai. Peut-être que vous serez peut-être plus content d'être, je ne sais pas si on a le droit d'être au Dôme plutôt qu'à Mauriac. J'ai l'impression qu'on est quand même plus en confort ici, mais je vous rappelle qu'un conseil municipal ne peut pas se tenir n'importe où pour des raisons évidentes de démocratie. Et donc, je vous donne donc la date du prochain conseil qui aura lieu le lundi 18 octobre. Lundi 18 octobre à 18h. Lundi 18 octobre à 18h. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis en distanciel. Merci aux traductrices qui ont été là et qui donc sont en train de traduire ce que je suis en train de dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci à vous toutes et à vous tous.